Nord au Canada notamment. Et puis ensuite, collision ici, vous le voyez, de la Baltica, la Laurentia et la Sibérie. Et tout ceci va former donc un nouveau petit continent, hein, la Laurussia, et qui va engendrer notamment une chaîne de montagnes, la chaîne calédonienne qu'on retrouve aujourd'hui en Écosse, et la chaîne acadienne qu'on trouve bien sûr au Canada. Donc voilà, l'océan Réique, bon, je passe, va passer également en subduction, et c'est là qu'on arrive donc ici à l'orogénèse qui nous intéresse. La Bretagne est ici, elle est là, hein, on le situe. Donc il y a déjà ici un début d'orogénèse. Il y a eu déjà l'orogénèse cadomienne, et elle va subir l'orogénèse, cette fois-ci hercynienne, avec collision générale de tous les continents à ce niveau-là, qui va générer donc l'énorme chaîne de montagnes. Donc il faut bien se rendre compte que le bloc armoricain va se retrouver pris en sandwich entre le Gondwana qui vient du sud et la Laurentia qui vient du nord. Et ça va être bien sûr un accident tectonique absolument énorme qui va engendrer une énorme chaîne de montagnes qui faisait presque 10 000 km de long. Hein. On la retrouve, c'est les Appalaches d'Amérique du Nord, c'est les Mauritanides en Afrique du Nord également, et enfin en Afrique du Nord, c'est les Calédonides de nouveau dans l'Europe du Nord, et bien sûr c'est le Massif central et le Massif armoricain. Et donc la Pangée se constitue comme ceci, à 300 millions d'années. Elle va ensuite, je passe les détails, se disloquer, comme tous les supercontinents, ils vont finir par se disloquer à terme. Et d'ailleurs, vous le remarquez, il se disloque, l'océan Atlantique va s'ouvrir là où l'océan Réique s'était fermé auparavant. Ce sont des zones de fragilité. Donc tout ceci finit par se réouvrir là où ça s'était fermé. Et dislocation générale jusqu'à arriver, bien sûr, à la position actuelle que vous connaissez. Voilà une autre gravure que j'ai récupérée dans un bouquin excellent de M. Dercourt, certains connaissent. Donc voilà ici la position des roches européennes il y a 570 millions d'années. Et donc bon, je ne vais pas tout détailler, mais on voit ici notamment la position relative. On était au pôle sud quand même, pratiquement à l'époque. Hein. Et puis tout ceci rentre en collision et forme donc les roches et la position des roches. Je vais bien sûr me focaliser maintenant un peu plus au niveau régional pour pouvoir vous expliquer tout ça. Ce graphique, vous le connaissez, ce schéma, c'est juste pour vous resituer où se trouve l'armorique. Il y a 490 millions d'années, le bloc armoricain est ici. Le pôle sud est là. Donc vous voyez qu'on est vraiment presque au pôle sud à cette époque-là, l'armorique. Au passage, le bloc Aquitaine, qui forme le substratum de la région, est ici. Hein. Donc vous voyez que la France est un petit peu éparpillée, comme aujourd'hui d'ailleurs, mais c'est pour d'autres raisons. Donc vous voyez un petit peu, on est en bordure de cet énorme continent qu'est le Gondwana. Et puis, une subduction se forme, on la voit la subduction ici en mauve, hein, et cette subduction va provoquer la dislocation, vous le voyez ici, ça va arracher un morceau entier du Gondwana qui va remonter vers le nord avec l'armorique ici, qui va finir par entrer en collision avec l'Angleterre. En haut, on le voit, donc l'océan Réique se ferme, la Paléothétis va suivre, et puis collision générale, formation de la Pangée, donc d'une énorme chaîne de montagnes à cette occasion-là. Donc ça, c'était ça que je voulais vous montrer. La suite, c'est bien sûr la suite de l'histoire de la Terre que j'ai laissé pour vous rappeler un petit peu les grandes lignes, bien entendu. Et vous voyez l'ouverture de l'océan Atlantique central et l'Atlantique sud jusqu'à la position actuelle, bien sûr, des continents. Et là, c'est là que je fais une pause vidéo. Pause vidéo, puisque j'ai un petit film que j'ai récupéré sur YouTube l'autre jour. Vous savez, sur YouTube, on trouve des trucs très intéressants. Et donc, en 5 minutes, alors ne vous endormez pas, hein, on va voir tout simplement ce qu'on sait aujourd'hui de cette dérive des continents. Donc vous avez le tout premier continent, Our, puis Valbara d'abord, et puis Our ensuite, qui était tout petit, puisqu'au départ, il n'y avait pas de croûte continentale, je le rappelle. Puis d'autres croûtes se constituent, vous voyez un peu les couleurs correspondent à chaque continent actuel. Ce qui est rose, c'est ce qui nous intéresse, c'est l'Afrique, et on va voir ensuite des blocs bleus qui vont apparaître, c'est l'Eurasie, et notamment les roches
qui nous intéresse, c'est les roches de l'Armorique qui vont se former. Pour l'instant, aucune roche européenne n'existe. Nous sommes il y a 2,5 milliards d'années, le temps s'écoule ici, vous le voyez. Et pour l'instant, il n'existe rien des roches européennes. Seules quelques roches éventuellement de la Scandinavie se forment. Et alors, les roches de l'Armorique se forment donc dans un contexte de subduction à un moment bien précis. Ça ne va pas tarder. Là, vous avez donc un morceau de l'Afrique ici. Et les roches de l'Armorique vont apparaître ici même. Ça ne va pas tarder. Suspense. Attention. On est au pôle sud. Hein. Là, voilà, ça y est. Elles sont apparues par un fait. Alors, bien sûr, c'est une reconstitution un peu pistolée-nance, hein, mais elles sont apparues puisqu'on a pu les dater. Donc, c'est les roches de l'Icartien que nous verrons tout à l'heure, se sont formées ici, à l'époque, au pôle sud, par une zone de subduction en bordure de l'ancien craton qui formera plus tard l'Afrique. Donc, bien sûr, on ne reconnaît pas l'Afrique encore, bien entendu, puisqu'elle n'est pas encore totalement constituée, elle est aussi un petit peu éparpillée. Puis, vous voyez que les mouvements se précisent, bien entendu, plus le temps se rapproche de notre époque et plus la précision est véridique, bien entendu. Je rappelle que nous sommes toujours ici, la France est là pour l'instant. Ça, c'est des données vraiment très récentes, parce que je n'avais jamais vu ça. Hein. C'est en préparant la conférence que j'ai découvert cette vidéo fort sympathique qui permet de faire la synthèse des connaissances actuelles. Encore une fois, ça n'est pas un modèle réel, c'est ce qu'on pense savoir aujourd'hui, d'après les connaissances. Il faut imaginer qu'il y a quand même 150 ans de recherche pour obtenir un truc pareil. Hein. Donc vous avez ici, donc on est toujours là, hein. Donc là c'est la Columbia qui se constitue. La Columbia, bien sûr, qui va ensuite se disloquer à nouveau, évidemment, formant donc de nouveaux océans, bien sûr. C'est le cycle de Wilson qui se déroule sous vos yeux. Vous imaginez un petit peu la vitesse du temps. Hein. C'est un million d'années, hein, tout ça, que ça s'écoule. Donc dislocation à nouveau. Là, toujours la partie de la croûte européenne ici, qui va partir, qui va ensuite se réassembler l'ensemble pour former l'avant-dernier supercontinent, c'est-à-dire la Rodinia. La Rodinia va se constituer. Alors, il faut imaginer que c'est une représentation déformée. En fait, le continent ici se prolonge de l'autre côté. Hein. C'est pas évident de représenter la Terre sur une planisphère. Toujours les roches européennes sont ici. Tout ceci va finir par se réagglomérer. Oui, les continents décrivent des rotations. On a pu constater que les continents décrivaient des rotations, ce qu'on appelle des rotations eulériennes. Hein. En fait, les continents ne se déplacent pas en ligne droite à la surface de la Terre, mais décrivent des rotations. Et puis, donc voilà, la Pannotia, c'est un continent intermédiaire, on va dire, nous sommes ici, pour vous rappeler un petit peu. Et puis, peu à peu, nous entrons dans les temps géologiques. La vie pluricellulaire vient à peine d'apparaître. Il faut bien se rendre compte de ça. Et les premiers fossiles en tant que tels sont visibles que maintenant. Et que tout ce qu'on a vu auparavant, on avait de la vie uniquement unicellulaire. C'était des bactéries. Il faut bien se rendre compte de ça. Puis là, on arrive dans les temps géologiques. Nous sommes dans l'ère primaire, là. Hein, donc, nous sommes au Carbonifère. Puis ensuite, nous arrivons à l'époque permienne. On reconnaît parfaitement déjà l'Europe ici. Hein, avec donc la Pangée qui se constitue. Et bien sûr, toutes ces formes que vous connaissez, déjà la Pangée, on commence à la connaître depuis le temps, et cette Pangée qui va finir par se disloquer totalement il y a 150 millions d'années, jusqu'à, bien sûr, entraîner la fermeture d'un océan qui n'existe plus, l'océan Tétis, hein, l'Inde qui remonte très vite, vous le voyez, bon, très vite elle est remontée à 10 cm par an, ça commence à faire déjà, hein, et elle a formé l'Himalaya. Et puis c'est pas fini, puisque on va aller voir juste dans le futur, puisque l'histoire ne s'arrête pas aujourd'hui, elle continue dans le futur, bien entendu. Et donc dans le futur, bien sûr, juste pour le plaisir, vous avez bien sûr la Méditerranée qui va se refermer complètement, le rift africain qui va s'ouvrir, mais assez brièvement, puisque l'océan Atlantique va finir par se refermer sur lui-même d'ici 150 millions d'années, en raison de l'apparition de zones de subduction à sa périphérie. D'après les théories actuelles, on est bien d'accord. Puis, on pense qu'un nouveau supercontinent se formera dans 200 millions d'années,
On lui a déjà donné un nom. Ça sera la Pangea, Pangea Proxima, la prochaine Pangea. Bien sûr, ce sont des théories. Et bien sûr, le géologue qui a imaginé ça, les géologues qui ont imaginé ça, peuvent toujours proposer, mais il n'y aura personne pour vérifier. Hein, 250 millions d'années. Voilà, on va s'arrêter à 300 millions d'années dans le futur. Au-delà, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est déjà pas mal, direz-vous. Voilà. Donc ça, c'était juste... Ah, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Attendez que je m'y retrouve. Alors bien sûr, ça c'est quand même le travail de plusieurs... j'ai pas fini, hein, ne partez pas. Hein. Ah bon. Ah d'accord. Allez, je continue. Hop. Donc, tout ça me permet de reconstituer, bien sûr, l'histoire géologique qui nous intéresse, c'est-à-dire l'armorique. Quand on analyse les structures géologiques, on retrouve tout ce que je viens de vous raconter. Notamment, on se rend compte que les structures géologiques de l'Armorique se prolongent dans le sud de l'Espagne. C'est quand même bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Pourquoi ça se continue comme ça? Eh bien, parce qu'en fait, au départ, voilà ce qui s'est passé. Alors, on dirait un dessin d'un enfant qui n'est pas content. En fait, regardez, je ne sais pas si vous repérez les côtes françaises actuelles. L'Armorique est ici. En fait, le bloc continental armoricain qu'on appelle le bloc cadomien est colorié ici en hachure rouge. Au sud, le Gondwana qui arrivait du pôle sud, qui rentrait en collision, qui a pris en sandwich le bloc cadomien armoricain. Et au nord, la Laurussia qui était déjà constituée. Donc vous avez l'énorme collision hercynienne ou varisque qui a donc entraîné la chaîne hercynienne sud qui va jusque chez nous. Il faut imaginer ici des nappes de charriage colossales qui ont charrié des roches sur presque 300 km. C'est comme ça, par exemple, que le piège de Wolf s'est retrouvé à Firmi. Au départ, il était dans le Limousin, le truc. Hein. Donc c'était un truc énorme. Et au nord, tout a été déversé vers le nord. En fait, on va le voir, mais la subduction, il y a eu double, voire même triple subduction à ce moment-là. Rappelez-vous l'océan Iapetus. Avalonia, c'est ce qui donnera le sud de l'Angleterre. Armorica, c'est ce qui nous intéresse, c'est l'Armorique. Et le Gondwana, c'est là où nous sommes. Bozoul est sur le Gondwana. C'est tout le reste. Et la Laurentia, c'est l'Écosse. Tout ceci s'est refermé. Océan Iapetus s'est refermé. L'océan Réique est passé en subduction. Le bassin saxo-thuringien est passé en subduction aussi. La Paléotétis est passée en subduction. Si bien qu'à l'arrivée, vous avez le Gondwana qui passe dessous. Ce bloc ici, l'Armorique qui passe dessous, et la Vallonia ici, tout s'est emboîté. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce schéma. Il faut imaginer qu'il y avait toute une série d'océans qui se sont complètement refermés les uns dans les autres. C'est un véritable millefeuille. Vous imaginez un peu la complexité. Au départ, le temps commence en haut et s'achève en bas. Donc ça, je l'ai pris dans un de mes cours de faculté. Et donc vous avez ici une subduction qui s'est faite vers le sud et une subduction vers le nord. C'est cette double subduction qui a engendré le massif hercynien. Il faut bien se rendre compte de ça. Et le bloc armoricain était au milieu, pris en sandwich. Donc c'est ça qui va engendrer toutes les nappes que nous constatons aujourd'hui. Voilà une vue, cette fois-ci, cartographiée de tout ceci, pour vous situer un petit peu le bloc primitif qui est donc anté-hercynien, plutôt qu'adomien pour l'essentiel, et qui a été pris en sandwich entre le Gondwana ici et la Laurussia au nord. Et on voit bien ces structures plissées, hein. C'est juste un morceau de la chaîne hercynienne, tout ça, qui correspond donc, je passe parce que j'ai pas... Voilà. C'est plus intéressant puisqu'on voit ici une coupe, la coupe qui passe par le Léon, notamment, hein, vous avez ici la pointe du Raz. Pointe du Raz qui, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, est un accident géologique majeur, puisque c'est tout simplement le grand sillon breton, qui est quoi, ce grand sillon breton? Ben, tout simplement, c'est la suture entre, ici, le bloc armoricain et le Gondwana. On le voit sur les cartes, sur les photos satellites, cette suture, et même sur le terrain, on voyait une dépression. C'était tout simplement l'ancienne zone de contact avec le bloc armoricain à gauche et le Gondwana à droite. Toujours intéressant de pouvoir faire le pas entre deux anciens continents. Hein. Bien sûr, il n'y avait que moi qui le faisais, le type à côté, le paysan, il s'est dit, le type est fou, ce type est timbré, mais c'est pas grave.
Voilà. Et en fait, c'est cette suture ici, entre deux anciens supercontinents qui existaient il y a plus de 500 millions d'années. Vous imaginez un peu le truc. Et donc, voilà un petit peu cette espèce de millefeuille européen. C'est-à-dire que l'Europe s'est constituée par agglomération de croûtes continentales anciennes. Avalonia qui est arrivé en premier, Armorica qui est arrivé en second, puis ensuite le Gondwana qui a tout écrasé en remontant vers le nord et qui a formé donc ce massif central que vous connaissez. Je passe donc les détails, juste pour vous montrer un petit peu que ce sont des accidents majeurs de l'écorce terrestre. La séparation entre le Léon et le bloc armoricain au niveau de Morlaix, c'est vraiment un accident tectonique qui descend jusqu'au mont, jusqu'à la discontinuité du mont Rovitchik. Donc c'est quand même un truc qui est quand même assez costaud et qui bouge encore d'ailleurs de temps en temps, parfois, bon, assez rarement maintenant. Alors voilà une autre image qui vous permet de le voir en version carte, ici, là on voit la France, et là en version coupe. Donc vous voyez ici le bloc aquitaine sur lequel nous sommes, c'est bien sûr ici le Gondwana. Ensuite, les sédiments qui bordaient le nord du Gondwana. Là, c'est le bloc armoricain, qui est plus ancien. Puis, là, ce sont les sédiments qui bordaient la Laurussia. Et enfin, la Laurussia qui est ici. Donc, le nord est ici, le sud est là-bas. À mesure que le temps passe, vous avez fermeture de ces océans, avec subduction d'abord du côté Gondwana. Puis, formation d'une chaîne de montagnes. Donc, tous ces sédiments vont être plissés. Ces sédiments, c'est ce qui vont former la montagne noire chez nous, par exemple, ou toutes les nappes de Saint-Cernin, d'Albi, par exemple, etc. Là, c'est le bloc cadomien, le bloc donc armoricain, et au nord, tout va se plisser également. C'est la subduction du nord qui intervient plus tard, qui finit par former donc cette espèce de millefeuille. Voilà la situation actuelle, avec donc nous sommes ici, en fait. Bozoul, en gros, est quelque part par là. Voilà. Et puis, lorsque je monte vers le nord de la France, je vais rencontrer des sédiments très plissés, des vestiges, des ophiolites, des vestiges de l'ancien océan qui existait auparavant, exemple piège de Golfe. Ensuite, je monte en Bretagne, j'arrive sur le bloc cadomien, qui est donc un ancien continent plus ancien que le reste. Puis, au-delà, dans le nord de la France, ou par exemple en Belgique, je tombe sur des sédiments qui bordaient l'ancienne Laurussia. Donc, vous imaginez un peu la structure de l'Europe. Et donc, si je cherche, je veux trouver, j'y tiens à trouver mes roches de 2 milliards d'années, je suis têtu, il me faut aller taper ici, dans ces structures qui sont cadomiennes, qui sont donc antéhercyniennes, et qui vont m'intéresser. Donc, je zoome avec ma carte géologique, et puis je tombe sur ces trucs un peu noirs, là, et je me dis, alors ça c'est bizarre, ça, alors, avec mon super téléphone, j'ai Google dessus. Vous savez, Google, il sait tout, il sait tout, il sait plus de choses que moi, Google. Sauf qu'après, il faut savoir s'en servir, c'est encore autre chose. Et je tombe sur ça, notamment, ici, je me rends compte que on trouve des roches très anciennes, ici, on va aller à Tréverdun, et puis à Guernesey, à la pointe d'Icare. Alors le nom icartien, comme je vous disais tout à l'heure, donc venait du Icare Point, sur l'île de Guernesey. Cette orogenèse porte aussi le nom, bon, on va passer les détails parce que ça me fatigue, j'ai piqué ça, c'est du copier-coller, c'est comme les élèves, terrible ça. Les datations propres, ce sont des gneiss, ces gneiss, je vais vous les montrer tout à l'heure, environ 2 milliards d'années. Et ensuite, le problème, c'est que, mis à part leur implication au niveau de la marge active cadomienne que je viens de vous montrer, aux alentours de 600 millions d'années, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils font là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2017, il faudrait faire une thèse là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment, on n'arrive pas trop à expliquer comment ils ont réussi à arriver là. Ils sont un peu paumés au milieu de roches plus récentes. Alors ça, c'est quand même assez bizarre, et j'ai pas réussi à trouver trop de littérature là-dessus d'ailleurs. Donc je zoome, alors je vous resitue quand même, là c'est un zoom pris sur mon téléphone portable de la carte au millionième, tout simplement, la carte géologique au millionième du BRGM. Donc Morlaix est ici, l'île de Bas que nous avons vu tout à l'heure est ici, le cairn de Barnenaise est ici, l'île Vierge est ici, et le granit de Ploumanac est ici. C'est un granit, attention, un granit hercynien, alors que le granit qui est ici, qui est de Perros-Guirec, est un granit beaucoup plus ancien, c'est un granit cadomien,
qui a 600 millions d'années. Donc il n'a pas le même âge. Hein. On a l'impression qu'ils se ressemblent, mais en fait, ils n'ont pas du tout le même âge. Hein. Donc c'est deux orogénèses différentes, là. Et puis, entre les deux, on a cette structure ici, et là, qui est totalement indépendante du reste, et qui a un aspect très bizarre. Et donc, c'est ça qu'on va aller voir. Je zoome sur la région. Là, c'est la carte géologique au 50 millième, toujours sur mon téléphone portable. Excusez-moi, j'ai oublié d'enlever l'heure. J'ai fait une capture d'écran. À l'époque, c'était fait ça. Sur le terrain. C'est que ma carte, c'était le téléphone. Hein. Vous imaginez un peu le topo. Et on zoome de plus en plus. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des petites indications sur la carte géologique, là. Et notamment ça, 2000, uranium-plomb. Eh bien, ça, c'est une datation absolue. Grâce à une datation, grâce à la radioactivité, les géologues ont pu faire un forage, ont ensuite analysé précisément la roche, et dans certains minéraux, qu'on appelle des zircons, ils ont pu dater précisément l'âge de ce zircon à 2 milliards d'années. Donc ici, nous sommes au moulin de la Rive. Alors, hélas, ce site géologique a disparu aujourd'hui. Ça a fait même l'objet d'un article dans Le Figaro à l'époque, parce qu'en fait, le seul endroit où on pouvait voir la roche, eh bien, l'habitant local l'a fait sauter parce qu'il voulait voir la mer. C'est quand même con. Le type a détruit un vestige géologique de 2 milliards d'années pour voir la mer. Et pour voir la mer pendant 60 ans à peine. Donc vous imaginez un peu la relativité du temps. C'est un drame absolu. Et comme ça ne fait l'objet d'aucune protection patrimoniale, bien sûr les roches on s'en fout, eh bien, c'est passé à l'appel mécanique. Alors, hélas, le site du moulin de la Rive, eh bien, il n'y a plus rien. Hélas, sur ce... Alors, je me suis dit, alors, je suis quand même embêté, alors, ils m'ont piqué ma roche, tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je suis allé de l'autre côté de la baie, puisque vous savez que de l'autre côté de la baie, il y avait une suite, et j'arrive à la ville de Trébeurden. Et à Trébeurden, alors moi je dis Trébeurden, je ne sais pas comment on dit, hein. Bon, Trébeurden, bon. Et donc là, je me rends compte qu'il y a des granits hercyniens, donc ça ne m'intéresse pas, mais il y a ces roches ici, colorées en rose, avec un point ici, uranium-plomb, 2035 à plus ou moins 32 millions d'années. On n'est plus à 32 millions d'années près à cet âge-là. Hein. On a pu faire une datation précise, et donc je vais explorer ce lieu. Je vais sur Google Earth, formidable, et Monsieur Pierrick, je ne sais plus comment, me dit exactement là où il faut aller, c'est sur cette petite plage. Alors, super, on va aller sur la plage, totalement inaccessible la plage. Un truc complètement dingue, vous allez voir un peu l'excursion. J'ai dû laisser, j'y suis allé tout seul parce que c'était pas possible. Pour faire 300 mètres, j'ai mis 2 heures. Il y a un petit peu le topo. Alors vous descendez par un charmant petit chemin, façon Indiana Jones, là encore ça peut aller. Et puis vous voyez cette plage. Alors déjà on commence à sentir un peu le poids des années, hein, parce que pas pour moi, pour la plage. C'est-à-dire que on sent une plage particulièrement érodée, particulièrement. On a l'impression de revenir sur la terre primitive. Hein. Alors je n'ai pas trouvé de naturiste heureusement, parce que sinon on ne sait pas ce qu'on aurait trouvé. Mais regardez, c'est assez intéressant. Excusez-moi, il faut que je rende le truc intéressant. Et donc, vous avez ici notamment des vestiges intéressants. Alors, la photo n'est pas de moi, excusez-moi, parce que je n'avais pas de marteau. Mais je l'ai vu de mes propres yeux, croyez-moi. Vous avez des vestiges glaciaires. Ça, c'est tout simplement des vestiges de cryoclastie, excusez-moi du gros mot. C'est-à-dire le froid a explosé les roches pendant les différentes périodes glaciaires, et un affleurement en bordure de plage montre très clairement ces bouts de roches toutes cassées qui sont typiques des dépôts périglaciaires. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était quand même un climat glaciaire il y a encore 15 000 ans dans le coin là. Et il n'y avait pas la Manche, bien entendu, évidemment, à l'époque. Passons. Donc voilà la plage. Inutile de vous dire que là, il vaut mieux y aller avec des chaussures. Hein, parce que là, je peux vous dire que ça fait mal aux pieds. Hein. Voilà la plage. Alors, il faut escalader. C'est-à-dire que c'est vraiment très très scabreux, parce que vous avez des blocs de 4 ou 5 mètres qu'il faut monter, puis après il faut redescendre derrière, puis il faut remonter derrière. Enfin, je peux vous dire qu'il ne faut pas avoir une entorse. Hein, et j'avais peur de m'en faire une. Mais, pour vous, j'ai bravé le danger. Voilà. Et j'arrive à cet endroit, presque intemporel, c'est vraiment extraordinaire.
Et là, je commence à percevoir des roches très très bizarres. C'est-à-dire que c'est vraiment des roches, on sent qu'il y a du vécu. C'est-à-dire que là, c'est des roches tellement qui ont été remalaxées, retriturées, qu'on sent bien qu'elles ont vraiment subi plusieurs orogenèses et plusieurs. Il y a même un gardien, le gardien des lieux, hein, bien entendu, qui ne se doute pas. Alors bien sûr, il n'avait jamais vu un être humain. Il n'y avait personne, vraiment personne dans le coin. Et donc là, vous voyez un petit peu ces fameuses roches. Nous sommes enfin arrivés à notre destination sur ces plus vieilles roches de France, qui sont... Alors la maison, elle est loin, on ne se rend pas compte, mais il n'y a pas de route en fait là. Et donc j'ai pu poser le pied, c'est extraordinaire, j'ai posé le pied sur les plus vieilles roches que j'avais jamais vues de toute ma vie. Donc imaginez l'intense émotion, quand même. J'ai même pu toucher du doigt. Donc j'ai mis la main pour l'échelle, parce que je me suis dit, Richard, il m'a dit, on n'a pas l'échelle. Pas du tout. Donc on voit notamment ces magnifiques feldspaths, assez costauds d'ailleurs, qui sont un petit peu comme ces feldspaths porphyriques qu'on peut voir, porphyroïdes, pardon, qu'on voit dans la margerite. Donc on peut imaginer que c'est quand même un ancien granit, tout simplement. Là, c'est ce qu'on appelle un orthogneiss. Un orthogneiss, c'est-à-dire un gneiss orthodérivé issu d'un ancien granit. Donc on est typiquement dans un granit qui a subi du métamorphisme, bien entendu. Imaginez un petit peu toutes les orogenèses que ce granit a vécu depuis 2 milliards d'années. C'est quand même complètement fou. Il y avait des blocs qui étaient très beaux, que j'aurais très bien aimé embarquer, mais bon, là, hélas, là, c'était un peu lourd. Et tel Indiana Jones qui récupère le trésor avant que le temple s'effondre, ben, j'ai récupéré les petits bouts que je pouvais récupérer, parce que la mer remontait derrière, vous imaginez un petit peu le danger. Et c'est le morceau que j'ai là. Alors j'en ai récupéré un autre que j'ai laissé à l'école pour le montrer. Oh mon Dieu, mon échantillon. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Bien sûr, toujours les minéraux classiques d'un granit. Feldspath plagioclase, très joli. Quelques micas qui sont notamment réorientés en lit, puisque la pression a lité la roche, c'est un gneiss, bien entendu. Et bien sûr, du quartz, bien entendu. Donc, une roche quand même assez émouvante. Là, j'ai même trouvé une carte bancaire, d'ailleurs. Depuis 2 milliards d'années, bon, j'ai réussi à faire un crédit à long terme. Hein. Ça, c'est un bon point. Donc voilà un peu l'aspect de ces roches très très anciennes qu'on peut repositionner sur la carte aujourd'hui. En fait, c'est un mélange, notamment à la plage à côté. Vous avez des roches cadomiennes et dans laquelle sont enchâssées des roches écartiennes. C'est un truc qui a été repris, hein, c'est assez bizarre à expliquer. Là, j'ai trouvé ça sur le site de l'ENS de Lyon. Il y a des géologues qui sont allés sur la plage aussi prendre des photos. Et vous avez des formes de couleurs. Je ne sais pas si vous voyez les couleurs à l'intérieur. Hop, je fais une analyse. Hop, c'est formidable. En fait, les orthogneiss apparaissent en orange. Donc, ce sont les orthogneiss que vous venez de voir. Mais à l'intérieur, il y a des gneiss amphiboliques qui sont injectés, qui apparaissent ici en bleu. Donc il y a des filons. Et enfin, en rouge, vous avez des microgranodiorites. Alors qu'est-ce que c'est une microgranodiorite? C'est un peu plus riche, on va dire, en plagioclase. Hein, on va dire ça, pour simplifier. En fait, il faut imaginer que ces anciens granites sont également mélangés à des sédiments qu'on a pu analyser comme des espèces de volcanoclastites, en gros, des sédiments volcaniques, pour parler simplement. Bon, juste pour vous situer, Strackhausen, c'est sympa, ça fait joli. Les granodiorites sont ici, hein, donc par rapport au granit qui est là, c'est donc un peu plus riche en plagioclase, juste pour vous situer un petit peu la nature chimique de ces granites d'âge icarcien. Passons. Donc en résumé, ces roches icarciennes, environ 1,8 milliard d'années, on n'est plus à 100 millions d'années près, sont recoupées par des roches cadomiennes de 600 millions d'années, et ces roches elles-mêmes sont recoupées par des roches appartenant au cycle orogénique varisque, début et milieu du Paléozoïque, c'est-à-dire environ 400 millions d'années. Ce sont donc des roches appartenant à 3 cycles orogéniques distincts, et les plus anciens cycles orogéniques visibles en France métropolitaine, sur l'affleurement que je viens de vous montrer. Donc c'est quand même un site géologique important que personne ne connaît, complètement paumé. Je pense pour l'instant protégé du bétonnage, parce qu'on est quand même dans un endroit protégé, puis encore en France on a la loi littorale qui me protège, pourvu que ça dure. Hein. Donc voilà un petit peu le site.
avec donc toujours ces orthogneiss. Et puis en me déplaçant, qu'est-ce que je trouve un peu plus loin? Des roches quelque peu différentes, on commence à les voir apparaître, c'est des paragneiss. C'est-à-dire qu'en fait, accolés à ces orthogneiss, vous avez des paragneiss, c'est-à-dire d'anciens sédiments. C'est des sédiments marins qu'on n'a pas pu dater, mais qui sont associés à ces gneiss icartiens. Donc on peut imaginer que ces sédiments que j'ai aussi apportés ici sur la table sont des sédiments également qui doivent avoir aux alentours de 2 milliards d'années, qui sont le produit de l'érosion du continent Hudsonia, Columbia, pardon, que je vous ai montré tout à l'heure. C'est quand même un moment quand même assez émouvant, les voici dans ma main. Je les ai d'ailleurs pris en photo là où je les ai prélevés, c'est-à-dire que j'ai cassé un petit bout, parce que le problème avec la mer, c'est qu'on ne sait jamais trop d'où ça vient les morceaux, hein, c'est pas évident. Donc là, c'est vraiment des morceaux qui viennent du site où ça a été daté, et c'est mon père qui porte les échantillons, parce que faut imaginer que pendant 2 heures, je suis revenu avec mes roches, j'ai fait la muscu, j'en pouvais plus, alors après j'ai tout refilé voilà. Parce que lui, il était resté sur la plage, vous imaginez, j'ai dit, oh, j'en ai pour 20 minutes. Je suis revenu 2 heures après. Alors bonjour les soucis. Hein. Et donc voilà, la roche que je vous ai apportée, elle est magnifique, elle fait la pose devant la plage avec les roches, bien sûr, de l'icartien qui sont derrière. Donc ça, c'est quand même assez sympathique à voir. Alors, comment on a daté ces roches? Un petit peu de géochimie, excusez-moi, il y a encore des gens en vie dans la pièce. Alors, pas rentrer dans les détails, mais on a trouvé des zircons dans ces granites métamorphisés. Et regardez ces zircons, on a trouvé des taches noires avec des trous. Alors, c'est quand même bizarre, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'uranium qui s'est désintégré. Le cristal d'uranium a disparu. Il s'est désintégré, bien entendu, au fil du temps. L'uranium est radioactif. Et il a complètement cramé. C'est quand même étonnant. Il a cramé le zircon qui est autour depuis 2 milliards d'années, quand même. Hein. Ça, c'est assez intéressant. Et donc, c'est grâce à ça qu'on a pu dater la roche, on a pu dater l'âge des zircons. Alors, peut-être que tu vas me corriger parce que je vais raconter des bêtises. Hein. Mais bon, ces zircons sont assez intéressants parce que ce sont des cristaux très résistants au temps et dont on peut dater, en fait, la fermeture du système cristallin. Alors, juste petit rappel, qu'est-ce que c'est la radioactivité? La radioactivité, vous savez que vous avez des éléments pairs qui vont se désintégrer en éléments fils. Hein. Donc, au fil du temps, vous avez de moins en moins de pères et de plus en plus de fils. Excusez-moi, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Et donc, les pères disparaissent et les fils apparaissent et augmentent. Et donc, grâce à ça, on peut dater à quel moment, grâce à des calculs relativement savants, on peut dater à quel moment le cristal s'est fermé. Et notamment en faisant ce qu'on appelle des courbes Concordia-Discordia. Alors là, vous allez me dire, à 10h30 du soir, un vendredi, après la semaine dure, là, on va y arriver. Hein. Alors, en fait, comment je vais faire? Donc, vous avez un axe des abscisses, vous avez le rapport plomb 207, uranium 235, et en ordonnée, plomb 206, uranium 238. Ce sont des couples père-fils différents que l'on va mesurer grâce à des spectromètres de masse dans le cristal. Donc, on obtient les résultats en vert ici, qu'on peut aligner, et on trace une courbe, la courbe rouge, qui est donc la courbe Discordia. La courbe Concordia, elle, est obtenue par un calcul que je vais vous épargner ce soir, lié à la décroissance radioactive, etc. Et le point de rencontre ici va nous donner l'âge de la roche. En l'occurrence ici, 1790 millions d'années. Donc d'après cette mesure-là, le zircon s'est cristallisé il y a 1,790 milliard d'années. L'autre point ici, c'est la réouverture du zircon suite à un événement de métamorphisme qui a été daté à 467 millions d'années, peut-être au moment du début de l'orogénèse hercynienne, on n'en est pas sûr. Donc voilà comment on a daté cette roche grâce à cette technique qui est très connue en géochimie, que j'avais étudiée à la fac et que j'ai un peu oublié, que j'ai redécouvert pour vous ce soir. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est assez intéressant. Ça c'est l'explication, mais je pense qu'on va l'éviter. Hein. Disons que c'est un exemple. Vous voyez que, à mesure que le temps passe,
la courbe, vous voyez, pour une roche qui a 2,5 milliards d'années, le point est là. Et ensuite, quand on fait la mesure avec dans les zircons des différents taux de rapport, on obtient la courbe donc Discordia qui est ici, et on peut ensuite, au fil du temps des mesures, j'ai du mal à... Là, je nage, je coule, excusez-moi. Là, c'est pas possible, on va couper, là, on va couper. Donc, là, c'est l'âge de la roche, et j'aurais dû pas mettre cette diapo. Je zappe. C'est affreux. C'est absolument affreux. Bon, passons. Juste pour recontextualiser tout ça, histoire de réembaumer tout ça, hein, pour montrer que finalement je sais un peu de choses, mais pas trop. À l'époque où ces roches se sont formées, il y avait quand même des événements géologiques planétaires importants, et notamment le fameux grand événement oxydatif. C'est-à-dire que c'est exactement à cette époque-là que le taux d'oxygène terrestre s'est mis à augmenter considérablement dans l'atmosphère et dans les océans, suite à l'apparition de la photosynthèse, notamment. Cette photosynthèse a libéré beaucoup de dioxygène et a formé notamment ce qu'on appelle les bifs. J'en avais déjà parlé des bifs. Qu'est-ce que c'est pas du beefsteak, hein? C'est du bif, c'est les Banded Iron Formation, in English, excusez-moi l'accent. Et dit autrement, ce sont tout simplement des formations de fer rubané, c'est-à-dire qu'en fait, le fer a précipité sous forme de rouille en présence de dioxygène, et ça a formé les plus gros gisements de fer de la planète. Donc c'était contemporain de l'icartien, hein, ces gisements de bif qu'on retrouve encore aujourd'hui en Australie notamment. C'est assez étonnant. Hein. Donc vous voyez ici notamment l'atmosphère terrestre qui véritablement va avoir le taux de dioxygène que nous connaissons aujourd'hui, 20%, à peu près à l'époque de l'icartien. Donc c'était quand même un moment important de l'histoire de la vie sur Terre. Vie, donc je resitue ici, les roches de l'icartien sont apparues ici alors qu'elles étaient probablement proches du pôle sud, puis elles ont dérivé un peu plus vers le nord et elles se sont formées, donc elles se sont agglomérées à la future Afrique. Alors qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas le résultat d'une crêpe bretonne, ça c'est tout simplement, c'est tout simplement une des premières formes de vie qu'on ait trouvées et qui a exactement cette époque-là, hein, 2 milliards d'années. On l'a trouvée au Congo, à côté d'un gisement d'uranium d'ailleurs au passage. C'est probablement la plus vieille forme de vie pluricellulaire qu'on ait trouvée sur Terre. Il y a à peu près 5 ans, on a trouvé ça. Alors on ne sait pas trop, une espèce de morve fossile, si vous voulez. Hein. Ça n'a ni queue ni tête, évidemment. On pense que ce sont les premières formes de vie pluricellulaire. Vraiment, une association de plusieurs cellules qui se sont formées, qui vivaient au fond de la mer à cette époque icartienne. Et donc, pour terminer, bien entendu, puisque tout a une fin, voilà la Terre icartienne telle qu'on l'imagine, icartienne telle qu'on l'imagine, hein, bien entendu, avec ces fameux stromatolites, bien entendu, ces bactéries encroutantes qui formaient des espèces de monticules calcaires, et notamment ces volcans, puisqu'il y a des vestiges de sédiments volcaniques sur cette plage que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, à travers cela, évidemment, j'ai pu un peu revivre par l'esprit, bien entendu, cette formidable histoire de la Terre, et je dois dire que ça a été avec une certaine émotion que j'ai pu, à travers ces roches qui sont certes un petit peu arides, mais quand on sait tout ce qu'on peut raconter à partir d'une simple roche, je veux dire que ça vous fait voyager quand même assez loin, et donc, merci. Une heure et demie. Je l'ai fait. Mon Dieu.